Ce soir, dans le cadre de votre magazine d'actualité Info Soir, mesdames et messieurs, c'est une nouvelle édition. Nous allons à présent lire le sommaire. À quelques semaines du scrutin qui se profile à l'horizon, le président de la centrale électorale Denis Kadima a lancé un message fort à l'endroit des observateurs nationaux pour le bon déroulement des élections. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit très inquiet de l'activisme de ZADF et du M23 dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le processus électoral continue et puisque nous attendons tous les scrutins, nous allons continuer à en parler dans toutes les éditions de votre magazine d'actualité Info Soir, mais nous allons également suivre le briefing presse. Vous avez suivi le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a relevé plusieurs points. Ce soir, nous avons retenu quelques points. Le point où il parlait du candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi, mais surtout des plusieurs candidats qui sont membres au gouvernement actuel. Nous allons suivre plus de détails à travers les indispensables. Desgracieux, bonsoir et bienvenue. Maggie, le gouvernement s'est prononcé. Ouais. Il s'est, pas adressé directement à Moïse Katumbi, ouais. Mais parmi les points abordés, il a aussi parlé de la dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agissait? Alors, vous l'avez bien évoqué, Maggie, c'était lors du briefing presse consacré justement à l'évaluation du programme de la couverture santé universelle dans son premier volet qui concerne la maternité gratuite et la prise en charge du nouveau-né. Alors, puisque ça fait parler, puisque c'est d'actualité, la dernière sortie médiatique, le message du candidat Moïse Katumbi adressé à la nation congolaise, adressé aux membres de son parti et à ses sympathisants à l'occasion bien sûr de la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Alors la question s'est invitée dans les milieux politiques et le gouvernement était invité à répondre, à réagir ou à commenter cette sortie médiatique. C'était à travers la question d'un confrère journaliste adressé au ministre de la Communication et des Médias que voici, Patrick Mouyaya. Alors, c'était quoi déjà la question? La question était de savoir que pouvait répondre le gouvernement congolais face à la dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi. Alors, Patrick Mouyaya, dont l'éloquence est bien connue du grand public, a saisi la balle au bon pour pouvoir riposter. Alors, encore Patrick Mouyaya, le message en soi était bon, mais malheureusement, Moïse Katumbi était dans la périphérie. Moïse Katumbi n'a pas voulu citer nommément, en tout cas, le Rwanda, qui est exactement pointé du doigt le Rwanda comme principal agresseur de la République démocratique du Congo. Pourtant, c'est prouvé et c'est connu de tout le monde. Même les Nations Unies l'ont démontré. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies a été saisi quant à ce. C'est bel et bien le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Donc à ce jour,
on ne peut pas déplorer l'insécurité sans pour autant indexer ceux qui sont à la base de cette insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc encore Patrick Muyaya, ce n'est pas du tout un bon profil pour un candidat président de la République qui n'a pas en tout cas assez de force, qui n'a pas assez d'énergie pour indexer les adversaires ou l'adversaire principal de son pays. Donc encore Patrick Muyaya, Moïse Katumbi, puisqu'il ne s'est pas prononcé sur la question, puisqu'il n'a jamais indexé le Rwanda comme principal agresseur de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas du tout bon pour un candidat président de la République, surtout que bientôt, il sera invité à dérouler son programme des campagnes. Il faut qu'il apporte des alternatives pour contraindre ou pour contredire le programme du président Tshisekedi, qui est aussi candidat à sa propre succession. Alors, à ces propos, on va écouter le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Ces propos viennent du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, comme l'a bien précisé Degrasse Fessi. Nous allons le suivre. Vous allez écouter et nous allons y revenir tout juste après. C'est dans la périphérie parce que lorsque vous prétendez devenir président de la République dans ce pays, vous n'êtes pas en mesure de citer nommément l'agresseur qui s'appelle le Rwanda. Vous avez parlé de l'exemple de l'obus ici. Ça pose un problème pour le Congolais. Il faut d'abord être en mesure de bien diagnostiquer les problèmes, de désigner les mâles par son nom et d'être en mesure de challenger. Alors, par quoi vont-ils nous challenger? Ce n'est pas seulement lui. Je parle de manière générale parce que nous entendons beaucoup. Nous entendons de lire justement leur programme, sur quelle sera leur stratégie pour régler les problèmes à l'Est, quelles sont les alternatives qu'ils proposeront. Nous avons le front judiciaire, nous avons le front économique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire et nous avons le front diplomatique. Et nous avons en même temps la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais je ne pense pas que lui ou les autres n'auront de meilleures stratégies à proposer pour nous dans ces domaines. Et donc, commencer par nommer les mâles par les mâles avant de venir nous challenger. Ici, il y a une question qui fait couler encre et salive au sein de l'opinion. Plusieurs candidats, c'est qu'on note, hein, plusieurs membres du gouvernement, voulais-je dire, sont candidats à la députation nationale ou voire même provinciale. D'ici peu, il y aura déjà les débuts. D'ailleurs, ça sera pour le 18, si je ne me trompe pas, entre 18 ou 20, de ce mois de novembre, que va se débuter la campagne électorale. Comment ces membres du gouvernement comptent s'y prendre alors qu'ils sont encore en exercice? Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il n'est pas interdit à un membre du gouvernement d'être candidat, je n'ai pas dit le contraire, seulement je me demande comment il compte s'y prendre. Je vais y arriver, c'est départagé en fait. Je vais y arriver, Magui, conformément à l'article 10 de la loi électorale qui interdit plutôt à certaines personnalités de prendre part au processus électoral, notamment les mandataires publics, notamment les militaires, les policiers, le membre de CESAC, le membre de la CENI et bien d'autres. Donc, cela étant dit, les membres du gouvernement ne sont pas interdits d'être candidats à tous les niveaux. Alors, pour les cas d'espèce, pour le gouvernement Sama Lukonde, chacun des membres devra se déployer naturellement dans sa circonscription pour battre campagne pour soi, mais aussi pour leur candidat de l'Union sacrée qui est président de la République, Félix Tshisekedi, pour la présidentielle. Alors, naturellement, chacun des membres du gouvernement devra se déployer, que ce soit en province ou ici à Kinshasa, dans sa base ou dans sa juridiction. Mais maintenant, il y aura des moments où tous les membres devront se réunir, soit en présentiel ou en virtuel, dans les cadres particulièrement des conseils de ministres, pour prendre des décisions qui s'imposent pour le bon fonctionnement de la nation. Donc, ne vous inquiétez pas, que l'opinion ne s'inquiète pas, la nation ou la gestion de la Respublica ne sera pas dans la rue, la République ne sera pas abandonnée. Les membres du gouvernement... Cette affirmation vient de vous?
Pas du tout, ça vient bien sûr du porte-parole du gouvernement qui a répondu justement à cette question qui fait polémique dans les chefs de l'opinion. Alors, donnant un exemple, Patrick Mouyaya a cité le cas de la France lorsque Emmanuel Macron s'était invité en campagne électorale. Cela n'a pas empêché qu'il revienne à Paris, qu'il revienne sur Paris pour une urgence qui s'était imposée avec une histoire de terrorisme. Donc, que l'opinion ne panique pas, la Respublica sera bien évidemment gérée avec tous les membres du gouvernement, avec en leur tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Donc, les réunions du Conseil des ministres seront bel et bien tenues en présentiel ou en virtuel. Les décisions d'État seront bien prises et particulièrement le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a promis de revenir à chaque fois que les circonstances imposeront pour répondre dans son traditionnel briefing presse. On va l'écouter une fois de plus. Voilà, nous allons suivre le ministre de la Communication et Médias et on revient tout juste après. Le 10 de la loi électorale. Je veux vous le lire rapidement. Sans préjudice de textes particuliers, sont inéligibles 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. 2. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale de ressources naturelles, de corruption, des détournements des deniers publics, faux usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative de droits civils et politiques. 3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale. 4. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité. 5. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission. 6. Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité. 7. Les membres de forces armées de la police nationale qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature de leur démission acceptée ou leur mise à la retraite. 8. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, de la Cour de compte, qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures de leur démission, de leur mise à la retraite. 9. Enfin, les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris les personnels, sont inéligibles à titre définitif. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. C'est la loi électorale, article 10. Je n'ai pas lu ministre ou membre du gouvernement. Donc, j'ai entendu ça plusieurs fois. Il faut rappeler ici que nous nous occupons de postes politiques. Le gouvernement est formé à partir de la majorité qui se forme à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut considérer que la campagne électorale est une période courte, contenue dans un mois. Dans tous les pays du monde, le moment de la campagne est un moment particulier. Ça ne s'applique pas qu'en République démocratique du Congo. Lorsque le président Macron était candidat aux dernières élections en France, je pense qu'il y a eu un attentat où il y a eu une situation grave. Il est sorti de la campagne pour être pleinement concentré dans la gestion de cette question-là parce que l'urgence les devait. Nous, comme gouvernement, nous serons en campagne électorale. Le Premier ministre est candidat, je confirme, pas à Likasi, mais à Kassenga. Moi, je suis candidat à la FUNA, je le confirme. Nous allons faire notre campagne électorale, mais nous allons trouver un mécanisme, et le Premier ministre y réfléchit déjà, qui permettra d'assurer une certaine fluidité parce que le gouvernement doit continuer de fonctionner. Nous ne viendrons peut-être pas faire un briefing pour parler du programme et de ce que nous avons fait comme bilan, mais si la situation l'exige pour faire un briefing sur une question précise, nous reviendrons dans le cadre de nos fonctions pour le faire. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre être ministre, Premier ministre et être candidat. Cela doit être bien clair et cela ne doit pas faire l'objet d'une quelconque confusion. Naroloba na lingala, pour une meilleure compréhension, batubaye bake, incompatibilité zate. Donc, aucun à nos ministres, Premier ministre, président de la République, aucun à la paix candidat, au salipé campagne électorale nayo dans un mois.
question et fonctionnement et efficacité Premier ministre Narotala parce que le poste est abisso et un poste politique. Mais ce que vous avez DG à entreprise publique, aux soda, aux anani, suivant, aux membres CENI, suivant ce que la Constitution ou la loi dit, et que PESA et PESIBIA ne peut pas caractéristique, il y a batu Oyo, Bakoki Kozala, candidaté. Je suggère à tout le monde de lire l'article 10 de la loi électorale, c'est plus clair. Monsieur le ministre, je vous remercie de cet exercice qui était assez long, mais toujours pédagogique. Tout est dit, des grâces Fessi, qu'est-ce qui reste? Plus rien, le processus électoral est en cours, c'est l'affirmation du gouvernement, c'est l'affirmation de la CENI. Il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Donc, les candidats se préparent à divers niveaux. Il y a au niveau local, au niveau de la législative provinciale et au niveau de la législative nationale, sans oublier les grands rendez-vous pour la présidentielle le 20 décembre prochain. Nous serons toujours là, prêts à servir la nation. Merci Desgrâces Fessi. Quant à moi, je vous libère. Merci Maggie. Merci. L'actualité continue, mesdames et messieurs, comme dit dans le sommaire, à quelques semaines du scrutin qui se profile à l'horizon. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, lance un message fort aux observateurs nationaux pour le bon déroulement de ces élections. On l'écoute. Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est entretenu avec les observateurs nationaux ce jeudi 2 novembre à Kinshasa en marge du forum sur l'observation électorale citoyenne lancé ce même jour. Pour Kadima, cette activité va permettre aux différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés avec la centrale électorale qui poursuit les mêmes objectifs qu'eux, c'est-à-dire la crédibilité, l'inclusivité et la transparence du scrutin. Cet ordre d'idée, il les a recommandé de mieux maîtriser les principes internationaux sur les élections et précisément les codes de conduite y afférents. Bien plus, il leur demande de toujours recourir à une approche comparative lors de leur mission pour un résultat fiable. Rappelons que les élections municipales, législatives et présidentielles sont attendues en République démocratique du Congo dès décembre prochain. Plus rien ne pourra empêcher la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Les bulletins des votes personnalisés sont déjà imprimé en Corée du Sud par l'entreprise Meru System. Et pour s'en rendre compte, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante a été dépêchée sur place. Plus de détails dans cet élément. Sur place à l'usine de Meru System, à Séoul en Corée du Sud, où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisés. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante en mission en Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en 3 grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par circonscription électorale, la zone de vérification et collation et enfin le conditionnement avant la palettisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international d'Échiam de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé de bulletins de vote par circonscription électorale. Autre travail pas moindre qui se fait à l'usine Meru System, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquettes spécifiques et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qui est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'ensuivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. À l'étape de la palettisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte
de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est de 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir 1 ou 2 cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport, direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite du scrutin. Sachez aussi que la Commission électorale nationale indépendante vient de rendre publique la liste des candidats à la députation provinciale pour la ville-province de Kinshasa. 5245 candidats ont été retenus pour un total de 44 sièges pour ce scrutin, nous précise Christian Nyamabou. Le processus électoral se porte bien en République démocratique du Congo au vu de la participation active des candidats à ce scrutin. La répartition des sièges en prouve suffisamment. Pour la commune de Bandalungwa, 113 candidats concourent pour un seul siège, tandis que la commune de Barumbu enregistre 110 candidats pour un siège. Bumbu, 112 candidats pour un siège, tandis que la commune de Gombe enregistre 103 candidats pour un seul siège. C'est le cas avec la commune de Kalamu, qui a d'ailleurs 232 candidats pour 2 sièges, et la commune de Kasavubu enregistre 124 candidats pour un seul siège. La commune de Kimbanseke est toujours dans la ville de Kinshasa avec 611 candidats pour 5 sièges seulement. La commune de Kinshasa enregistre 126 candidats pour un siège. Kitambo, 101 candidats pour un siège, tandis que Kisenso enregistré 256 candidats pour 2 sièges. La commune mère de Lemba, 271 candidats pour 2 sièges. La commune de Limete en a 357 pour 3 sièges seulement. Lingwala, 104 candidats pour un siège. Makala, 106 candidats pour un siège. La commune de Maluku enregistre 100 candidats pour un seul siège, tandis que Massina en a 375 pour 3 sièges. Matete, dans le district de Moamba, enregistre 147 candidats pour un seul siège, tandis que Mongafula, dans le district de la Lukunga, en a 355 pour 3 sièges. Ndjili, 134 candidats pour un siège. La commune de Ngaba, 110 candidats pour un seul siège. Ngalema, 618 candidats pour 5 sièges. Et la commune de Ngirengiri enregistré 98 candidats pour un siège. La commune de Lansele, 351 candidats pour 3 sièges, tandis que la commune de Selembaou enregistré 231 candidats pour 2 sièges. Au total, 5245 candidats ont été enregistrés et retenus par la Commission électorale nationale indépendante pour la députation provinciale dans la ville de Kinshasa pour 44 sièges seulement. La bataille s'annonce rude à quelques jours du début de la campagne électorale. Et de l'autre côté, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se dit très inquiet de l'activisme de ZADF et du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec des attaques meurtrières de la population civile. Divan Chisoka nous en parle. C'est dans son tout dernier rapport, publié le jeudi 2 novembre 2023, que le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a révélé que dans les provinces affectées par les conflits, particulièrement le Nord Kivu et l'Ituri, l'activisme des groupes armés a continué d'impacter de façon importante la situation humanitaire et celle des droits de l'homme entre juillet et août 2023. Selon cet organe onusien, l'impactation de la situation humanitaire et des droits humains dans ces provinces s'explique notamment par des attaques meurtrières contre les civils commises par le rebelle ADF dans le sud du territoire du Roumu et dans le nord du territoire de Beni, en représailles contre les opérations militaires menées conjointement par la coalition des armées congolaises et ougandaises. Les BCNUDH a également expliqué que la situation des droits de l'homme a également été très impactée par des affrontements ponctuels entre le M23 et une coalition des armées qui s'y opposent dans les territoires des Massissi et des Rutshuru, ont causé des déplacements des populations, accroissant la pression sur les sites des personnes déplacées internes autour des Goma, chef-lieu de la province, et au cours desquels des atteintes
au droit à la vie et au droit à la propriété ont été commises. Le Bureau des Nations Unies a dans un autre registre salué et rappelé la condamnation fin août dernier par la Cour d'appel du Kasaï central de Thomas Mulumba, ancien membre d'un groupe Kamunan Sapu, seul accusé dans l'affaire Bayumba, entre autres pour crimes contre l'humanité par meurtre et au paiement des $100 000 américains au titre de dommages et intérêts aux 5 parties civiles, dont 4 femmes. En matière de justice transitionnelle, le BCNUDH a affirmé poursuivre son appui aux autorités congolaises dans l'élaboration d'un cadre législatif et réglementaire permettant de garantir la fourniture des réparations aux victimes de violences graves des droits de l'homme et particulièrement aux victimes de violences sexuelles liées au conflit, notamment un appui technique et matériel au Fonds national de réparation pour promouvoir le développement de programmes de réparation centrés sur les besoins des victimes. Pendant ces temps, plusieurs éléments du M23 continuent de déposer les armes et de se rendre au FARDC. Un autre lot a été présenté à la presse par le lieutenant-colonel J.K. Keiko, porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ces ex-M23 déplorent la maltraitance dont ils ont été victimes de la part de leur commandant rwandais, propos recueillis par Degrasse Spécie. Moi, j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces, là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. À quelques semaines du scrutin qui se profile à l'horizon, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a lancé un message fort à l'endroit des observateurs nationaux pour le bon déroulement des élections. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit très inquiet de l'activisme de ZADF et du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ainsi prend fin cette édition de votre magazine, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur votre chaîne.